Bonjour et bienvenue. On a tous déjà entendu cette petite musique, cette complainte. Le français serait envahi par les mots anglais. C'est une idée bien ancrée, n'est-ce pas? Mais... Et si tout ça n'était qu'une illusion? Si en regardant la grande histoire, on découvrait que le plus grand emprunteur, ce n'était pas du tout celui qu'on pense. On va remonter le temps ensemble pour démêler le vrai du faux. Alors, partons de cette affirmation qu'on entend parfois. Un quart de notre vocabulaire viendrait de l'anglais. C'est vrai qu'avec les start-up, les followers et les brainstorming, on pourrait presque y croire. La liste des anglicismes semble s'allonger tous les jours. Mais ce chiffre est-il vraiment fondé? C'est là qu'intervient la linguiste Henriette Walter. Et ce qu'elle nous dit, c'est « Attention, ce n'est pas tout à fait exact ». Elle nous invite à prendre un peu de recul, à ne pas regarder seulement les 50 dernières années, mais plutôt les 1000 dernières. Et là, croyez-moi, la perspective change du tout au tout. Et voilà le cœur du sujet, le grand retournement. Le mythe, c'est cette petite flèche qui va de l'anglais vers le français. Mais la réalité historique, c'est une véritable autoroute à plusieurs voies dans l'autre sens. Un flot continu de mots français qui, pendant des siècles, a déferlé sur la langue anglaise. En fait, l'anglais est historiquement un importateur massif de mots français. Pour comprendre ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. On met le cap sur une date clé, une date qui a absolument tout changé sur le plan linguistique. 1066. En 1166 donc, Guillaume le Conquérant, qui est duc de Normandie et qui parle français, envahit l'Angleterre. Et ça, ce n'est pas juste une bataille, c'est l'installation d'une élite francophone à la tête de tout le pays, et ce, pour près de 3 siècles. Le français devient la langue du pouvoir, de la justice, de la culture, de l'administration. Le résultat, des milliers, et je dis bien des milliers de mots français vont s'infuser et s'intégrer pour toujours dans le tissu de la langue anglaise. Mais alors, de quels mots parle-t-on concrètement? On va voir que cet héritage est absolument partout, à tel point que les anglophones, souvent sans même le savoir, parlent un peu français au quotidien. Prenons d'abord les sphères du pouvoir. Les Normands ont emporté leur système de gouvernance et avec lui tout son vocabulaire, et des mots comme government, justice, parliament ou prison. Mais pas seulement, les idéaux de la chevalerie aussi, courage, honneur, beauty. Tous ces mots sont en quelque sorte les fossiles de cette domination culturelle et politique de l'époque. Et cette influence, elle ne s'est pas arrêtée aux portes des châteaux. On la retrouve jusque dans la vie de tous les jours, et même dans l'assiette. C'est une anecdote assez révélatrice. En anglais, on dit cow et pig pour les animaux à la ferme, des mots d'origine germanique, mais une fois dans l'assiette, ça devient beef et pork, qui viennent directement du français bœuf et porc. Ça montre bien qui élevait les bêtes et qui avait le luxe de les manger. Même un mot aussi banal que chair, une chaise, vient du français. La conclusion est donc assez claire. Pendant des siècles et des siècles, le français n'a pas été une langue qui reçoit, mais bien une langue qui donne. Une source d'inspiration linguistique majeure qui a nourri de nombreuses autres langues, à commencer par sa plus proche voisine, l'anglais. Bon, tout ça, c'est le passé. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que ce riche passé a laissé place à un présent plus fragile? Après avoir tant donné, le français est-il devenu une langue sur la défensive? Pour répondre, il suffit de regarder une carte du monde. Et la clé, elle est peut-être dans cette phrase d'Henriette Walter, le français n'est pas seulement la langue de la France. C'est fondamental de comprendre ça. Le centre de gravité de la francophonie a bougé, il n'est plus uniquement à Paris. En effet, le français est aujourd'hui une langue mondiale. Parlée en Europe, bien sûr, mais son véritable poumon démographique, son avenir, se trouve en grande partie en Afrique, où le nombre de locuteurs explose. Et il ne faut pas oublier sa présence historique et très vivante dans les Amériques, que ce soit au Québec ou dans les Caraïbes. Donc, loin de l'image d'une langue figée, un peu musée, les experts décrivent un avenir riche, bouillonnant, vivant. L'histoire du français est loin, très loin d'être terminée. C'est un arbre aux racines profondes dont les branches continuent de s'étendre sur tous les continents. Et on termine sur cette magnifique pensée. Une langue n'est pas un musée, c'est un voyage. C'est tellement juste. Une langue, ce n'est pas un objet mort qu'on préserve sous une cloche de verre. C'est une entité vivante, qui respire, qui bouge, qui se nourrit d'échanges. Alors la prochaine fois qu'on entend un mot anglais, au lieu de s'alarmer, on peut aussi se souvenir de ce grand dialogue millénaire et admirer la façon dont les cultures, à travers les mots, n'ont jamais cessé de se parler.